Paragraphe 3. Les délais de procédure. Alors, en examinant les moyens de défense, nous avons vu qu'il existe en procédure civile deux types de délais qu'il faut soigneusement distinguer. D'abord, les délais d'attente, ensuite les délais de forclusion. Comme leur nom l'indique, les délais d'attente sont des délais qui empêchent un plaideur d'agir ou d'accomplir un acte de procédure avant leur expiration, avant l'écoulement du temps que signale ce délai. On ne peut valablement agir qu'après l'expiration du délai en question. Par exemple, il s'agit du délai qui est laissé à un héritier dans le cadre de l'acceptation d'une succession pour faire inventaire et délibérer avant d'opter. Eh bien, tant que ce délai ne sera pas expiré, les créanciers de la succession ne pourront pas agir contre lui, le poursuivre. Autre délai d'attente, le délai de comparution de 15 jours qui est laissé au défendeur suivant l'assignation du demandeur pour comparaître devant le tribunal de grande instance. Ça, ce sont les délais d'attente. À l'opposé, les délais de forclusion sont des délais qui vont enfermer l'action en justice ou l'accomplissement des actes de la procédure dans un temps qui est compté. On doit agir avant l'expiration de ces délais. Une fois le délai expiré, le plaideur ne peut plus accomplir la diligence, agir en justice, il est forclos. Alors ces délais de procédure peuvent être d'origine diverse, ils peuvent être d'origine légale, d'origine judiciaire, et ils obéissent à des régimes qui parfois sont des régimes spéciaux, mais ils sont aussi soumis à des règles communes qui sont envisagées aux articles 640 à 647 du Code de procédure civile. Et ce sont ces règles générales que l'on va présenter à la suite. D'abord, première catégorie de règles générales envisagées, grand A, la computation de ces délais, la computation des délais de procédure. Alors les délais de procédure peuvent être libellés de manière très variable. Certains sont des délais de jours, d'autres sont des délais qui sont libellés en mois, d'autres sont des délais qui sont libérés en années. Il existe même, tout en bas de l'échelle, des délais très rares qui sont libellés en heures. Alors ces délais en heures sont fort rares, on ne les rencontre guère que dans la procédure des référés, procédure dans laquelle il est possible au demandeur d'assigner le défendeur d'heure à heure. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence, il faut aller très vite, on va pouvoir assigner à une heure très rapprochée. Les autres délais sont bien plus fréquents. Alors d'abord, les délais libellés en jours. Il s'agit par exemple du délai de comparution devant le tribunal de grande instance envisagé à l'article 755 du Code de procédure civile. Ces délais qui sont libellés en jours se calculent de jour à jour, dit le Code de procédure civile. Le jour évidemment étant l'espace de temps compris entre 0 et 24 heures. Alors ces délais expire le dernier jour du délai, ce qu'on appelle parfois le dies aquem, à 24 heures. C'est ce que dit l'article 642, alinéa 1er. Simplement, et c'est là toute la subtilité, on ne doit pas tenir compte du jour où s'est produit l'événement qui fait courir le délai, c'est-à-dire le dies aquo, le point de départ du délai. C'est dire que le délai ne commencera effectivement à courir que le lendemain à 0 heure. Article 641, alinéa 1er du Code de procédure civile. Si l'on prend par exemple, pour donner un délai de 15 jours qui commence à courir le 3 du mois à 8 heures, il ne commencera à courir que le 4 et il s'achèvera le 18 du mois en question à 24 heures. Voilà pour les délais exprimés en jours. Si maintenant le délai est exprimé, libellé en mois. Par exemple, le délai pour faire appel, 1 mois ordinairement, 15 jours pour certaines décisions, telles les décisions de référé ou rendues sur requête. Ces délais qui sont libellés en mois se calculent de quantième en quantième, c'est-à-dire du jour du mois de départ que l'on comprend jusqu'au jour
identique, de même quantième, dans le mois d'arrivée, à 24 heures. Exemple, un délai d'un mois qui commencera à courir le 10 février ira jusqu'au 10 mars. Et il en résulte qu'on ne tient pas compte évidemment du nombre exact de jours qui sont compris dans le mois en question. Un mois qui est un mois très raccourci comme le mois de février donnera concrètement moins de délai pour agir si ce délai est exprimé en mois. Ainsi le veut la loi. Enfin, les délais peuvent être exprimés en années. Ils expirent en ce cas le jour anniversaire de la dernière année du délai à 24 heures. Exemple, un délai d'un an qui débuterait le 5 janvier à 15 heures, s'achèverait le 5 janvier suivant à minuit, si ce délai d'un an. Ces règles, toutefois, ne valent que sous le bénéfice d'une précision qui est une précision fort importante. Si, en effet, le délai expire un jour férié, c'est-à-dire un jour qui est déclaré non ouvrable par le législateur, ou bien un samedi, ou bien encore un dimanche, ou bien encore un jour chômé, un jour qui ne sera volontairement pas travaillé par les entreprises. Dans ce cas, le délai va être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. C'est ce que dit l'article 642 du Code de procédure civile. En outre, en pratique, les dernières heures de la journée ne sont souvent pas utiles pour accomplir une diligence procédurale auprès de la juridiction, parce que cette diligence procédurale va devoir être accomplie auprès du greffe, très généralement. Or, lorsqu'il s'agit d'un acte de procédure qui doit être accompli matériellement, on laisse ici de côté l'accomplissement par voie de numérisation, par voie électronique. Si la formalité doit être accomplie matériellement, imaginons qu'un acte doit être déposé au greffe. Encore faudra-t-il que cet acte puisse l'être dans les heures d'ouverture du greffe. Et le greffe service fonctionnalisé fermera aux heures habituelles, à 17 heures, à 18 heures, suivant les juridictions. Et par conséquent, il y a toute une période de la journée, dernier jour d'expiration de délai, qui ne sera pas un délai pratiquement utile. Et c'est pourquoi la jurisprudence a tâché de trouver des subterfuges pour donner pleine efficacité au délai qui ne doit s'achever qu'à 24 heures. Et elle a songé à deux moyens. Le premier moyen, on se heurte à la fermeture du greffe, on peut le faire constater par un huissier de justice et se représenter à la première heure d'ouverture du greffe le lendemain pour déposer l'acte qui sera traditionnellement considéré comme devant être accueilli. L'autre possibilité, c'est de transmettre l'acte par télécopie au service du greffe, quitte à renouveler la formalité le lendemain. Ces possibilités ont été encadrées par la jurisprudence, mais il ne paraît pas qu'elles soient remises en cause au jour d'aujourd'hui. Voilà pour les règles générales de computation des délais. Quelques mots maintenant, grand B, sur les possibilités de les voir modifiés. Les modifications éventuelles donc des délais de procédure. Alors déjà, les délais de procédure ne sont en principe ni susceptibles d'interruption, ni de suspension. C'est très évident, d'ailleurs, pour les délais de forclusion. En revanche, leur durée peut être modifiée, le cas échéant, pour certaines causes légales et judiciaires. Et je laisse de côté les extensions des causes d'interruption de la prescription au délai de forclusion par la réforme de la prescription. Parlons simplement des modifications de délai. D'abord, la loi édicte parfois ce qu'on appelle des prorogations temporaires de délai. Et elle le fait en raison de circonstances particulières, souvent dans le cadre de ce qu'on appelle des moratoires. Mais surtout, la loi prévoit une augmentation permanente de certains délais en raison des distances. Lorsqu'un acte doit être accompli dans un lieu très éloigné du domicile, de la résidence de celui qui l'accomplit. La loi va alors ajouter au délai ordinaire pour accomplir la formalité procédurale un délai spécial à raison de distance, un délai de distance. Alors, ces délais de distance étaient très largement ouverts sous l'empire du Code de procédure civile ancien. Le nouveau Code
de procédure civile en a considérablement réduit le domaine d'application. Désormais, ils ne valent plus que lorsque l'auteur de l'acte demeure hors de la France métropolitaine et doit accomplir dans celle-ci la procédure en question, doit y agir, ou bien dans l'hypothèse inverse où il s'agit d'engager une procédure contre une personne qui ne réside pas dans la France métropolitaine. Alors ces délais sont des délais qui peuvent être, suivant les cas, d'1 mois. On songe notamment aux actes de procédure entre des personnes métropolitaines et des personnes qui résident dans des territoires d'outre-mer, ou 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger. Article 643 et suivant pour le détail de ces délais de distance. Les modifications sont parfois légales, elles sont aussi d'autres fois d'ordre d'origine judiciaire, et elles sont plus exceptionnelles. En effet, les modifications judiciaires ne sont possibles que si la loi le prévoit, parce que les délais qui sont organisés par la loi, les délais légaux, eh bien, sont un droit, en quelque manière, pour celui qui en profite. Ainsi, parfois, eh bien, le juge va recevoir du législateur le pouvoir de réduire des délais. Par exemple, en cas d'urgence, le juge est habilité à réduire le délai de comparution en autorisant à assigner l'adversaire à jour fixe. Inversement, le juge peut proroger les délais qu'il accorde, les délais judiciaire. Par exemple, il peut accorder un délai supplémentaire pour déposer des conclusions, on songe au juge de la mise en état en particulier, mais il ne peut le faire pour les délais légaux. Reste une dernière question, la sanction attachée à la violation, à la méconnaissance de ces délais. Grand C, donc la sanction des délais de procédure. Alors, en un sens large, et c'est ainsi que je les ai envisagés dans les développements auxquels nous assistons maintenant, les délais de procédure participent des exigences de forme, des formalités largement comprises de la procédure civile. Mais pour autant, il ne faut pas se méprendre sur leur sanction. La sanction des délais n'est pas la nullité de forme, nullité dont on sait que le régime est très restrictif. La sanction est beaucoup plus systématique. L'acte qui se trouve accompli en violation d'un délai de procédure est inefficace. Le juge doit refuser d'en tenir compte. Ainsi, dans le cas d'un délai de forclusion, eh bien, cette sanction prend le nom particulier de forclusion, la forclusion étant une espèce de déchéance. Le plaideur va être forclos, il ne pourra accomplir la diligence qu'il souhaitait accomplir parce que, eh bien, le délai est expiré. Alors cette déchéance est particulièrement grave, évidemment, lorsque le délai était imposé pour agir en justice, pour exercer l'action en justice. Par exemple, on songe au délai de recours. Et en effet, le droit d'action est alors définitivement éteint. Et on sait que la sanction de cette disparition du droit d'action, ce sera la fin de non-recevoir. Également, à la différence d'une nullité de forme, eh bien, la sanction prononcée de la sanction ici ne suppose absolument pas la démonstration d'un grief. Peu importe que la violation du délai ait causé grief ou non à l'adversaire, le délai opère comme un couperet. Et d'ailleurs, s'agissant des délais d'ordre public, la forclusion n'a même pas à être invoquée, elle peut, voire doit, être relevée d'office par le juge. Dans certains cas exceptionnels enfin, la loi autorise toutefois le juge à relever le plaideur de la forclusion qu'il encourt. Et par exemple, l'article 540 du Code de procédure civile eh bien, prévoit un relevé de forclusion pour le dépassement du délai d'appel lorsque, sans faute de sa part, le plaideur n'a pas eu connaissance du jugement ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Et l'on a vu parfois, mais c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, la jurisprudence appliquée au délai de forclusion, la règle contra non valentem agere non currit prescriptio. Contre celui qui ne peut pas agir, la prescription ici, le délai de forclusion, ne court pas.